La sixième paix enseigne l'harmonie avec les lois de la nature terrestre, autrement dit, le royaume de la mère terrestre. L'unité de l'homme et de la nature est le principe de base de la science essénienne de la vie. L'homme est une partie intégrale de la nature. Il est gouverné par les lois et les forces de la nature. Sa santé, sa vitalité et son bien-être dépendent de son degré d'harmonie avec les forces de la terre et le degré d'harmonie de chaque individu, de chaque nation et de l'ensemble de l'humanité sera toujours en rapport direct avec l'observation par les hommes des lois terrestres. L'histoire universelle prouve que c'est en suivant la grande loi de l'unité entre l'homme et la nature que chaque nation a atteint son point le plus haut développement. Le moment d'épanouissement de la vitalité et de la prospérité des nations a toujours coïncidé avec le moment où les peuples ont mené une vie vouée simplement à la coopération avec la nature. Mais quand la nation ou la civilisation dévie de l'unité, elle se désagrège et disparaît inévitablement. Cette unité de l'homme et de la nature n'a jamais été aussi fortement transgressée qu'aujourd'hui. Les cités bâties par l'homme moderne sont en désaccord complet avec la nature. Les murs de pierre et de béton des villes sont des symboles de la séparation de l'homme d'avec la nature, de son mode de vie agressif, avec son besoin de subjuguer les autres ou d'établir avec eux une relation de compétition constante. Sa vie actuelle, qui est centralisée, technique et mécanisée, crée un abîme qui le sépare de la nature, un abîme qui n'a jamais été aussi large et aussi profond. L'unité avec la nature est la base de l'existence de l'homme sur la planète. C'est le fondement de tous les systèmes économiques, de tous les rapports sociaux entre les groupes de personnes. Sans elle, la civilisation actuelle, comme celle du passé, est condamnée à aller vers le déclin et l'affaiblissement. Les Esséniens tenaient cette loi de l'unité comme la norme de la vie quotidienne de l'homme dans l'univers matériel. L'humanité avait déjà la connaissance de cette grande loi dans les temps précédant le cataclysme du Pléistocène. Selon les traditions basées sur des hiéroglyphes sumériens inscrits il y a environ 10 000 ans, la vie de l'homme antédiluvien se déroulait principalement dans les forêts et était inséparable de la vie de la forêt. Cet homme est appelé par les scientifiques Homo sapiens sylvanus. Les arbres géants de cette époque, hauts de plusieurs centaines de pieds, non seulement fournissaient aux hommes des abris, mais régulaient aussi la température et l'humidité de l'atmosphère. Ils fournissaient à l'homme sa nourriture sous forme de fruits produits en abondance. L'occupation principale de l'homme était les arbres. Non seulement il les cultivait et en prenait soin, mais il créait de nouvelles variétés, produisant de nouvelles sortes de fruits. Il était un grand arboriculteur qui vivait en harmonie avec toutes les forces de la nature. Il collaborait avec elles de toutes sortes de manières, à la fois en étendant les surfaces boisées et en s'abstenant de nuire aux arbres. Cet homme antédiluvien, de l'âge de la forêt, dépourvu de toute technique, était une démonstration presque parfaite de la grande loi de l'unité et de l'harmonie entre l'homme et la nature. Dans la philosophie de tous les enseignements anciens, l'unité de l'homme avec les forêts était une caractéristique de base. L'idée de l'unité de l'homme et la nature a inspiré de grands penseurs, de grands philosophes et des systèmes entiers de pensée zoroastre qui a fondé sur cette idée une grande partie de son enseignement contenu dans le Zend Avesta. Il cherchait à renouveler les anciennes traditions et à ramener l'homme à ce mode de vie harmonieux, fondé sur la collaboration avec la nature terrestre. Il enseignait à ses disciples qu'il était de leur devoir de maintenir en l'état les terrains fertiles, d'étudier l'art du jardinage et toutes les lois de la nature, de collaborer avec ses forces pour améliorer l'ensemble du royaume végétal et de l'étendre sur la surface de la terre tout entière. Il invitait ses disciples à participer activement au développement de tous les aspects de la nature terrestre, les plantes, les arbres et tous leurs produits dérivés. C'est dans ce but qu'il encourageait tous les pères à planter un arbre fruitier à chaque anniversaire de leurs enfants, et à l'occasion de leur 21e anniversaire, à faire aux jeunes adultes le don de 21 arbres fruitiers en même temps que de la parcelle sur laquelle ils avaient grandi. Cela devait être l'héritage de chaque enfant. Le père était aussi tenu d'enseigner à ses enfants toutes les lois du jardinage et de la collaboration pratique avec la nature,
de sorte qu'ils puissent satisfaire à tous leurs propres besoins futurs. L'existence idéale pour l'homme, selon Zoroastre, est celle du jardinier, qui est constamment en contact avec le sol, l'air, le soleil et la pluie, c'est-à-dire avec les forces de la nature et qui peuvent en étudier les lois. Zoroastre considérait que l'étude du grand livre, qu'est le livre de la nature, constituait le premier pas à faire pour créer la paix et l'harmonie dans le royaume de la mer terrestre. L'enseignement de cette unité entre l'homme et la nature est apparu en Inde juste après le Zen Avesta, dans la philosophie védique du brahmanisme, dans les Upanishads et plus tard dans l'enseignement de Bouddha. La loi brahmanique de l'un, tu es cela, exprimait l'unité de tout ce qui existe, de l'univers, de l'homme, de la nature. Les sages de l'Inde étaient des hommes de la forêt, vivant en harmonie complète avec toute la création. Bérosus, le prêtre chaldéen, a bien décrit cette vie naturelle dans la forêt. Mais c'est le 2e chapitre de l'Évangile essénien de Jean qui contient l'expression la plus complète et la plus poétique de l'unité entre l'homme et la nature. Là, Jésus emprunte l'ensemble de son vocabulaire au champ sémantique de la nature pour montrer que l'homme fait intégralement partie de cette nature. C'est Jésus qui a lancé le dernier avertissement concernant cette unité entre l'homme et la nature et la nécessité qu'il y a d'y revenir. L'homme antédiluvien, l'homme zoroastrien, le brahmane, le bouddhiste, les esséniens, tous considèrent que la forêt et la nature sont l'ami et le protecteur de l'homme, la mer satisfaisant tous ses besoins terrestres. Ils ne la considèrent jamais comme une force étrangère à combattre et à conquérir, comme le fait l'homme moderne. Les deux symboles, la forêt et le mur en pierre, résument la différence radicale qui sépare les conceptions antiques et modernes de la nature, entre la coopération harmonieuse et paisible d'une part, et d'autre part, les murs de pierre des villes, la destruction de la flore, du sol et du climat. L'homme doit aujourd'hui, plus qu'à aucun autre moment de son histoire, apprendre à vivre en harmonie et en paix avec la nature. Dans d'énormes régions de la Terre, son action détériore la couverture végétale jusqu'à la faire disparaître. Jamais auparavant, les forêts n'avaient subi une telle déprédation, non seulement dans 1 ou 2 pays, mais sur les 5 continents. Par suite de ce manque de coopération avec la nature, les surfaces désertiques augmentent dans le monde, la sécheresse est de plus en plus fréquente, les inondations inondent périodiquement la terre ferme. Il y a une détérioration indubitable du climat, des périodes de froids excessifs, puis de canicules, des hordes croissantes d'insectes, parasites, ruinent les récoltes dans le monde entier. Au lieu de suivre la noble tradition des Esséniens, l'homme contemporain méconnaît la grande loi de l'unité et de la coopération avec la nature, et semble condamné à détériorer son héritage, car il refuse de lire le grand livre ouvert de la nature, qui recèle toutes les lois de la vie et montre à l'homme la voie du bonheur croissant. Les enseignements esséniens contiennent la seule manière d'organiser la vie de l'homme sur cette planète, le seul fondement possible pour une humanité saine, pour la paix dans le royaume de la mer terrestre.